Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour votre rendez-vous hebdomadaire en conchiliculture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. À liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à partager la vidéo avec qui vous voulez. Et à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît, à laisser un gentil commentaire si jamais vous avez envie de laisser un gentil commentaire. Donc les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de choses très importantes en conchiliculture et qui sont la filtration, la bioaccumulation, la purification, le zoning et le reparquage. Ce cours intéresse principalement des étudiants en biologie marine, en médecine vétérinaire et en toxicologie et écotoxicologie, mais aussi des consommateurs de coquillages marins et des personnes qui aiment la mer. Mais je veux vous dire des choses assez importantes dans cette vidéo et je vous conseille d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et en plus de ça, vous avez de jolies images de la mer. Donc nous allons tout de suite commencer par la filtration. Nous avons dit la dernière fois que la filtration est utilisée par les moules notamment, puisqu'on va principalement parler de moules dans cette vidéo. Les moules ont la capacité de filtrer les éléments nutritifs qui sont présents dans la mer. Bon, en général, c'est du phytoplancton. Ils vont filtrer ces éléments-là pour se nourrir. Mais ces organismes ne vont pas filtrer que de la nourriture. Ils vont aussi filtrer d'autres choses, comme des bactéries ou d'éventuels polluants. Alors, on va tout de suite définir ce que c'est qu'un polluant pour qu'on se mette d'accord sur certaines définitions. Un polluant, en écotoxicologie, un élément est considéré comme polluant à partir du moment où il se trouve dans un endroit où il ne devrait pas être, en des quantités qui ne devraient pas être, c'est-à-dire au-dessus d'un certain seuil. Et ce seuil est variable en fonction des situations et des consommateurs, des cas. De façon générale, c'est variable. Le seuil n'est pas le même dans une zone qui a été polluée et qui a été dépolluée que lorsqu'il s'agit, par exemple, de parler d'une eau minérale. Ça varie en fonction des cas. Mais de façon générale, comme je vous l'ai dit, un polluant, c'est quelque chose qui se trouve dans un endroit où il ne devrait pas être, en des quantités qui ne devraient pas être. Donc, je vais vous donner un exemple que tout le monde pourra assimiler. On va prendre comme exemple la poussière. Il y a de la poussière partout. Ce n'est pas un polluant. Normalement, ce n'est pas un truc qui est réellement néfaste pour la santé, enfin, sauf pour des personnes allergiques. Mais sachez que dans les maisons les mieux tenues et les mieux rangées, on va trouver de la poussière. C'est inévitable. Si vous faites le grand ménage le matin, 1 heure après, vous allez trouver de la poussière sur les meubles ou sur le sol ou autre. Si vous passez l'aspirateur ou si vous passez un petit coup de balai, eh bien, vous allez trouver de la poussière. Sauf que s'il y en a un petit peu, on ne considère pas que c'est sale. Par contre, si on délaisse l'entretien de la maison pendant quelques jours, eh bien, on va se retrouver avec une grosse couche de poussière. Et à ce moment-là, la poussière sera considérée comme un élément polluant. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un endroit où elle ne devrait pas être, c'est-à-dire la maison, mais elle est présente. Elle est présente malgré nous, qu'on le veuille ou non. La meilleure ménagère aura toujours un tout petit peu en quantité infime de la poussière chez elle. Et en des quantités qui ne devraient pas être, c'est-à-dire trop. Ça se voit sur les meubles, sur le sol et tout. Donc, une fois que ça se voit, donc c'est qu'on a dépassé le seuil de tolérance. Voilà. Et des exemples comme celui-là, j'en ai des dizaines et des centaines. Donc, je vais me limiter à cet exemple. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un polluant et qu'on sait qu'un coquillage marin, notamment la moule, on se concentre sur la moule, je m'étale un peu trop. Donc, la moule a la capacité de filtrer des éléments polluants. Cette capacité de filtration, elle a un aspect positif et elle a un aspect négatif. On va commencer par la bonne nouvelle. L'aspect positif, c'est que là où il y a des moules, l'eau est propre, relativement propre. Pourquoi? Parce que la moule, via cette opération de filtration, elle va nettoyer, si vous voulez, elle va nettoyer l'eau. L'eau va être plus propre, elle va la débarrasser de ces éléments qui peuvent être considérés comme polluants. La mauvaise nouvelle, enfin, c'est une mauvaise nouvelle en conchiliculture, mais pas pour la nature.
La nouvelle qui peut un petit peu déranger, ou l'aspect négatif de cette filtration, c'est la bioaccumulation. Alors sachez que chaque organisme vivant a une capacité d'accumulation. Il va accumuler des choses. On accumule toutes sortes de choses et 20 minutes ou même 1 heure ne serait pas suffisante pour vous dire tout ce qu'on accumule en nous, que ce soit de la radioactivité, de l'énergie, des polluants, tout. Mais on n'accumule pas tous de la même façon. Et par bioaccumulation, on entend deux phénomènes, puisque la bioaccumulation est un phénomène qui est composé de deux phénomènes et qui sont la biomagnification et la bioconcentration. La biomagnification, c'est la capacité qu'a un organisme d'accumuler des choses à partir de sa nourriture. La bioconcentration, c'est la capacité qu'ont certains organismes à accumuler des choses à partir de leur milieu de vie. Et l'ensemble des deux font la bioaccumulation, qui est la capacité d'accumuler des choses de l'alimentation et de l'environnement qu'ont certains organismes. Alors cette capacité de bioaccumulation, comme je vous l'ai dit, varie d'une créature à l'autre. Mais elle est particulièrement importante chez la moule. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une espèce sessile. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Une espèce sessile est une espèce qui vit fixée en un endroit. C'est une espèce qui est sédentaire, elle ne bouge pas. Enfin, en biologie, sédentaire et sessile, c'est pas tout à fait la même chose. Mais comme on fait un petit peu de vulgarisation, donc pour donner une sorte de synonyme, si on peut dire, on va dire que c'est une espèce qui est sédentaire, elle ne va pas bouger de son milieu de vie. Et c'est l'accumulation de tous ces phénomènes qui font de la moule un excellent bioindicateur. C'est parce que 1, elle ne bouge pas, 2, elle filtre l'eau, et 3, elle accumule, un petit peu plus que les autres à cause de la filtration. Et c'est pour ça qu'elle est très utilisée en toxicologie et en écotoxicologie pour donner des indications assez précises sur l'état de santé d'un milieu donné. Ce sont des bioindicateurs, elles sont utilisées dans la recherche scientifique comme bioindicateurs. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas consommer des moules qui viennent de n'importe où et on ne peut pas produire des moules n'importe où. Avant d'installer une ferme conchilicole, on va faire une série d'analyses, on va faire ce qu'on appelle une étude technico-économique. D'ailleurs, c'est exigé dans le dossier de demande de concession. Et on va faire, et il y a une série d'analyses qu'il faut faire, bactériologiques, physico-chimiques, toxicologiques. Au début, ils ne faisaient pas ça, mais maintenant ça se fait. Et bon, la toxicologie est liée au bloom phytoplanctonique. On étudie également l'histoire de la région, s'il n'y a pas eu de bloom phytoplanctonique, s'il n'y a pas eu par le passé une activité qui pourrait mettre en danger l'activité conchilicole sur le plan sanitaire. L'essentiel, il y a toute une enquête qui est faite sur la zone avant qu'elle ne soit déclarée zone conchilicole. On ne peut pas investir des millions et des milliards dans un projet et venir dire après « Oups, on n'a pas bien choisi l'endroit ». Et en général, la sélection ou le choix du site se fait par un bureau d'études compétent. Tout ça aussi pour vous expliquer qu'on ne peut pas consommer n'importe quelle moule et on ne peut pas consommer une moule qui vient de n'importe où. Il faut toujours demander la traçabilité du produit. Pourquoi c'est important? Parce que si une moule se développe dans un milieu qui est pollué, elle va accumuler ces polluants, on est d'accord. Et ces polluants pourraient potentiellement nous rendre malades. Alors, il y a des effets aigus et des effets chroniques. Pour ce qui est des effets aigus, vous pouvez avoir un petit peu mal au ventre, des maux de tête. Ça dépend de ce que la moule a mangé en quelque sorte, de ce qu'elle a dans sa chair. Par contre, il y a des effets qui sont chroniques, qui apparaissent dans le temps. En général, c'est lié aux métaux lourds et il faut vraiment consommer une grande quantité de moules pour pouvoir ressentir ces effets-là dans le temps. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les effets aigus liés à la pollution bactériologique. Alors, il existe des micro-organismes qui ont un caractère pathogène et qui vont s'accumuler au niveau de la chair de l'animal. Et nous, lorsqu'on va consommer des moules, eh bien, on peut potentiellement tomber malade. Ce phénomène ne concerne pas que la moule, il concerne une grande partie des coquillages bivalves et certains gastéropodes marins, mais c'est surtout les coquillages bivalves qui ont ce problème-là. Et pour vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée, il y a de cela longtemps, je crois que ça fait 12 ans ou 14 ans que ça nous est arrivé,
eh bien, on voulait manger non pas des moules, mais un coquillage qui s'appelle l'haricot de mer. Et dans notre région, on sait tous qu'il y a les haricots de mer qui sont commercialisés un peu partout. Peu importe là où vous les achetez, ils proviennent tous du même endroit. Donc, pour qu'on soit d'accord, il ne s'agit pas de les acheter dans un endroit huppé qui brille avec de la faïence et tout. La provenance, c'est la provenance qui nous intéresse. La provenance n'est pas bonne. On sait tous que cet endroit est pollué et qu'on ne doit pas consommer ce type de coquillage. Mais que voulez-vous? On a eu envie de manger des haricots de mer et on a insisté auprès de ma mère pour qu'elle nous les achète, sachant que ma mère avait refusé au début, mais on a insisté, ma soeur et moi, et elle nous les a achetés. Et on a l'habitude de les préparer avec une bonne sauce tomate et on les déguste avec des spaghettis ou des pâtes ou autre. C'est très bon, c'est délicieux. Ma mère a craqué, elle nous a acheté les fameux haricots, elle les a préparés et tout. Et nous sommes tombés malades et ma petite sœur est tombée gravement malade à cause de ces haricots qu'on savait polluer mais qu'on a mangé malgré tout. Et elle a bien failli y passer. J'ai failli ne plus avoir de petite sœur. Heureusement qu'elle a été soignée et que ce n'était qu'une petite intoxication qui l'avait mise KO. Ce n'était pas une contamination aux phytotoxines ou autre. Non, c'était juste une contamination bactérienne. Mais malgré ça, c'était grave. Quand je vous dis qu'elle a failli y rester, elle a failli y rester. Et depuis ce jour, on ne consomme plus n'importe quoi. Moi, j'ai eu un problème similaire avec un autre produit. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'avec l'halieutique, on ne plaisante pas. C'est pour ça que l'halieutique a un coût. C'est parce qu'il nécessite des moyens de conservation précis et que c'est des denrées alimentaires hautement périssables. Si ce n'est plus bon à manger, on n'attend pas que ça pourrisse. Hein. Si c'est plus bon à manger, il vaut mieux jeter. Il ne faut pas consommer n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, ça c'est un message que je laisse aux consommateurs, et même pour vous, hein, vous êtes automatiquement consommateur, que vous soyez scientifique ou pas, eh bien sachez qu'il ne faut pas consommer n'importe quoi dans n'importe quelle condition. Voilà. Maintenant que nous en avons fini avec cette histoire de bioaccumulation, nous allons parler d'un sujet qui est passionnant et qui est le zoning. Si vous faites des études en biologie marine ou si vous êtes étudiant en médecine vétérinaire, vous devez absolument, ou autre, hein, il n'y a pas que ça, bon, je parle des biologistes marins et des vétérinaires, et quand je dis biologiste marin, je fais référence aux biologistes, mais aussi aux gens qui étudient pour devenir ingénieur aquacole ou autre. Donc, voilà. Tout le monde est concerné, enfin tout le monde, une grande partie des personnes est concernée par ce que je vais dire. Nous allons parler du zoning. Le zoning, c'est quoi? Eh bien, les sites qui sont destinés à la conchiliculture sont classés par zone, en fonction de la quantité de bactéries qu'on va trouver au niveau, non pas de l'eau, mais de la chair des moules qui se développent dans ce milieu. Vous voyez bien la différence. Ce ne sont pas les analyses sur l'eau qui sont déterminantes, mais les analyses sur la moule qui sont déterminantes. Et donc le zoning, c'est quoi? C'est qu'on va prendre les zones conchilicoles, ce n'est pas toute la côte qui va être analysée, mais juste les zones conchilicoles qui vont être analysées et qui vont être classées en 4 catégories suite à des analyses qui vont être faites sur les moules, et accessoirement sur l'eau. Bon, l'eau c'est pour le suivi, mais le facteur déterminant, c'est les résultats qu'on va trouver au sein des coquillages marins. Pour la bonne et simple raison qu'au final, c'est le coquillage qu'on va manger, ce n'est pas l'eau. Et puis, vous pouvez trouver une eau propre qui a été purifiée par les moules, donc qui a été nettoyée par les moules. Donc, tous les microbes et toutes les mauvaises choses vont se retrouver finalement au sein de la moule à cause du phénomène de bioaccumulation qu'on a expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, bon, il n'y a pas que les analyses bactériologiques qui sont faites hein, dans une culture, dans une ferme conchilicole ou dans un site conchilicole. Il y a une série d'analyses. Alors, il y a des analyses toxicologiques qui sont faites. Ça concerne principalement les phytotoxines. Des analyses physico-chimiques, c'est tout ce qui touche aux métaux lourds. Et des analyses bactériologiques. En général, on recherche principalement Escherichia coli et Salmonella. Ce sont 2 petites bactéries qui font parler d'elles, qui font énormément parler d'elles. Ce sont des célébrités, c'est les stars de la microbiologie. Tout le monde les connaît normalement. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça.
Bon, pour ce qui est des métaux lourds et des phytotoxines, la loi est claire, nette et précise. Au-delà d'un certain seuil, il n'y a rien à faire. Si ça dépasse un certain seuil, il ne faut pas consommer le produit. Les zones conchylicoles sont classées en 4 catégories, zone A, zone B, zone C et zone D. Chaque zone a un degré de dangerosité. J'ai dit un degré de dangerosité, elles ne sont pas toutes dangereuses. Et selon ce degré de dangerosité, on va déterminer si le produit doit subir un traitement avant d'être consommé ou s'il peut être consommé directement par le consommateur. Donc devant vous, c'est affiché un tableau qui vous donne les normes par zone, les normes de tolérance par zone. Et en fonction de chaque zone, on doit faire subir un traitement aux moules avant de les commercialiser. Ça dépend des cas. Il y a des cas, par exemple, pour la zone A, où vous n'avez pas besoin de faire subir un traitement avant la commercialisation ou la consommation, puisque les moules sont considérés comme propres, en tout cas sur le plan bactériologique. Vous avez la zone B, là, il y a un petit peu plus de bactéries dans la chair, mais on peut consommer les moules soit en les faisant bien cuire, soit en faisant un reparquage dans une zone A ou bien une purification de cycle court. Après la zone B, vous avez la zone C. Là, la concentration, elle commence par augmenter. Il y a un certain risque à consommer le produit directement après la récolte. Donc, à ce moment-là, on va soit consommer le produit cuit selon des méthodes qui sont approuvées par l'OMS, soit on va faire subir aux moules une purification de plus de 48 heures. Et enfin, pour la zone D, à ce moment-là, on ne peut pas récolter de moules, on ne peut pas les consommer carrément, il n'y a rien à faire et on est obligé de se passer de moules. En zone D, on ne peut pas les consommer. Maintenant, nous allons parler de certains traitements dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui sont le reparquage et la purification. C'est quoi le reparquage? Le reparquage, c'est lorsque vous prenez des moules qui évoluent par exemple dans une zone B, enfin qui se développent dans une zone B. Vous les prenez et vous allez les installer dans une ferme conchylicole qui se situe dans une zone A. Qu'est-ce qui va se passer? Ces moules, elles vont faire leur vie dans un milieu naturel, propre, et la concentration de bactéries qu'il y a dans leur chair, elle va diminuer. Alors, elle peut complètement disparaître, il se peut qu'il n'y ait absolument plus de bactéries dedans, comme il se peut qu'il en reste encore un petit peu, mais qu'on soit dans les normes de la zone A. Après analyse, de toute façon, ce sont des analyses qui vont déterminer ce phénomène. Après un certain temps, la concentration de bactéries va diminuer et on va se retrouver dans les normes de la zone A. C'est ça le reparquage. Il se fait en milieu naturel. Par contre, la purification, c'est différent. La purification, vous allez prendre des moules qui évoluent en zone C et vous allez les mettre dans un bassin. Ce bassin, il va être alimenté en eau. Il faut que ce soit une eau propre, absolument propre, pour permettre justement la purification des moules. Les moules doivent être nettoyés. Il faut retirer toutes les salissures qu'on a vues sur les coquilles des moules. Il faut bien les nettoyer. Elles sont mises dans des caisses, installées dans des bassins à une bonne température, avec un certain niveau d'oxygénation. Il ne s'agit pas de mettre des moules dans une bassine et de dire on a fait une purification. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, parce que je sais que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, la purification c'est quoi? Vous mettez des moules dans un bassin. Non, on met des moules dans un bassin à une certaine température, avec de l'oxygène, c'est important, sinon vous allez vous retrouver avec une paella géante et ça va sentir mauvais à 10 km à la ronde, quoique la paella ça sent bon. Et il faut que les moules soient nettoyées au préalable. Pourquoi il faut qu'elles soient nettoyées au préalable? Parce que nous ne sommes pas dans un milieu ouvert comme dans le cas du reparquage. Nous sommes dans un milieu fermé. Il s'agit d'un bassin. Et si elles ne sont pas nettoyées, qu'est-ce qui va se passer? Sur la coquille des moules, vous l'avez vu lors de la précédente vidéo, il y a des organismes marins qui vont s'accrocher sur cette coquille. Il y a d'autres espèces sessiles qui vont utiliser la moule comme substrat justement pour se fixer. Ces espèces-là, ça peut être soit des crustacés, soit des végétaux, soit... Il y a une grande diversité qui tourne autour de la moule de toute façon. Les moules, lorsqu'on les sort de l'eau ou on va les mettre dans un milieu fermé, elles vont réagir correctement, elles vont rester fermées ou elles vont ralentir leur métabolisme pour pouvoir s'habituer plus ou moins à leurs nouvelles conditions de vie. Par contre, les coquilles, comment ça s'appelle? Les algues comme les laitues de mer ou les crustacés,
Une fois qu'on les sort de l'eau, ils vont pas tolérer cette absence d'eau et ils vont automatiquement mourir. Et lorsqu'ils vont mourir, lorsqu'on va les remettre dans l'eau du bassin de purification, eh bien, ils vont commencer par se décomposer. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va faire un mélange pas très souhaité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces organismes-là, en se décomposant, puisque vu qu'ils sont morts, ils vont se décomposer, eh bien, ils vont consommer l'oxygène qu'il y a dans les bassins, ce qui peut induire la mort des moules, et également, ils vont aussi potentiellement contaminer ce bassin, et au lieu de diminuer la concentration de bactéries, on risquerait beaucoup plus de l'augmenter, et on va avoir l'effet inverse. C'est pour ça qu'il est très important de nettoyer les moules avant de les mettre dans le bassin de purification. Et l'eau du bassin de purification doit automatiquement être purifiée ou du moins correspondre à un certain nombre de normes. En fonction de la quantité ou de la concentration de bactéries initiale, eh bien, on va déterminer le temps de purification, si c'est 24 heures, 48 heures ou plus, ça dépend. Si elles sont vraiment très contaminées, enfin pas contaminées, mais si elles sont vraiment concentrées en bactéries, là, il va falloir leur laisser un peu plus de temps. Et en général, il faut changer l'eau régulièrement. On ne garde pas la même eau. Parce que bon, je parle aussi par expérience, d'après les discussions que j'ai eues avec pas mal de personnes. Dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, la purification, c'est quoi? C'est prendre les moules, les sortir, quel que soit le résultat, quelle que soit la zone. Vous prenez les moules, vous les mettez dans un bassin avec de l'eau et c'est tout. Non, ce n'est pas ça la purification. La purification, c'est comme je vous l'ai dit, c'est lorsque vous prenez des moules qui ont des bactéries dans leur chair et vous allez les mettre dans un bassin avec une eau propre qui est perpétuellement renouvelée et filtrée. Et on fait tout ça dans le but de diminuer la concentration des bactéries. On ne peut pas éliminer toutes les bactéries qu'il y a dedans parce que c'est... On revient à cette vision de norme, à cette philosophie de norme. Il y a des normes à respecter, c'est un petit peu comme la poussière à la maison. Il y en a toujours un petit peu, mais au-delà d'un certain seuil, ce n'est pas toléré. C'est le principe du zoning. Même en zone A, vous en avez un petit peu, mais c'est considéré comme zone A. En zone B, vous en avez un petit peu plus, ça veut dire qu'il va falloir penser à faire la poussière et à passer un coup de balai. Et en zone C, c'est le grand ménage, on sort les bidons, les is, le balai, le frottoir, et on y va, on s'y met. Cependant, la purification est une diminution de la concentration des bactéries. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas une élimination complète des bactéries qui sont accumulées à l'intérieur de la chair. On va pas mettre du javel dans l'eau ou de l'Isis pour les nettoyer de l'intérieur. Je tiens à le préciser. Bon, ça fera rire certains, mais il faut croire qu'il y a des personnes qui pensent que la purification, c'est ça. On va prendre les moules, on va les nettoyer de l'intérieur. Ce n'est pas ça. C'est une diminution de la concentration de bactéries. En zone A, ce n'est absolument pas nécessaire, c'est même absurde de faire subir une purification aux moules. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons majeures. Puisque vous allez les faire passer dans un milieu fermé, donc elles vont rester dans un milieu fermé, vous risquez de les contaminer davantage, ça d'une part. D'autre part, dans l'eau du bassin, il n'y a pas de nourriture, donc on va diminuer le taux de chair. Et enfin, la purification a un coût énergétique et un coût économique qui est censé se répercuter sur le coût final du produit. Donc faire une purification alors que ce n'est pas nécessaire, c'est du gaspillage, c'est un gaspillage de temps, d'argent et d'énergie. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère ne rien avoir oublié au sujet de la purification. Ah oui, il faut faire la distinction entre le dessablage et la purification. Comme je vous l'ai dit, la purification concerne les bactéries. Le dessablage, il concerne les mollusques bivalves filtreurs, comme les palourdes et les haricots de mer, ou même des moules. Parfois, il y a des moules qui sont dans des zones rocheuses, mais là où il y a un petit peu de sable. Donc, on va trouver un petit peu de sable dans la chair lorsqu'on va consommer le coquillage. C'est désagréable pour le consommateur. Alors, ce qu'on peut faire pour retirer ce sable, et d'ailleurs, c'est des choses que même les consommateurs peuvent faire à la maison. Vous prenez une petite bassine d'eau, vous mettez c'est ce qu'on faisait avant. Et on mettait les palourdes et les haricots de mer. Et bon, ils vont se mettre à filtrer l'eau et en même temps à filtrer le sable qu'ils ont dans leur chair. Et ils vont émettre du sable. D'ailleurs, les personnes qui ont l'habitude de consommer l'haricot de mer,
eh bien, ces gens-là ont l'habitude de faire cette opération. Nos mamans faisaient ça. Et au fond de la bassine ou de la petite marmite dans laquelle vous allez mettre vos haricots, le lendemain, en général, on fait ça la nuit. On achète les haricots le soir, on les laisse décompter toute la nuit et le matin, on va trouver un petit peu de sable dans la bassine. C'est important, il faut le faire pour ne pas se retrouver avec des grains de sable dans la soupe ou dans la marmite. Voilà. Et cette opération, elle peut être effectuée en conchiliculture, soit par reparquage, soit dans des bassins. Mais à ce moment-là, ce n'est pas une purification. Le but, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, de diminuer la quantité de bactéries, mais tout simplement de diminuer la quantité de sable qu'il y a dans le coquillage. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai essayé de vous dire les choses les plus importantes qu'il faut retenir en conchiliculture. Et c'est des choses qu'on n'étudie pas forcément à l'école ou que vous n'avez pas forcément l'habitude d'étudier à l'école, mais c'est important, il faut savoir ce genre de choses, surtout en termes de purification, en termes de zoning. La bioaccumulation et la filtration, normalement, on l'a tous étudié à l'école, mais pour la purification, il y a beaucoup d'idées reçues. On ne purifie pas quelque chose qui est déjà pur, parce qu'il y a des remarques, en fait, surtout dans le milieu professionnel. Dans le milieu scolaire, c'est pas grave, on peut se permettre de dire certaines bêtises. Mais au-delà d'un certain stade, il y a des remarques qui dénotent un petit peu, qui démontrent le niveau de la personne. Il y a des questions, des remarques, des choses qu'on dit qui montrent un petit peu le niveau de la personne. Et il faut faire très attention à ce que vous dites lorsque vous parlez autant que scientifique. On ne peut pas dire allez, on va faire une purification, mais c'est pas grave, ça va rendre le produit plus propre. Ça ne le rend pas plus propre. On nettoie ce qui doit être nettoyé. Mais ce qui ne nécessite pas un nettoyage, il vaut mieux le laisser tel qu'il est, parce qu'il y a une fragilisation, parce qu'il y a une consommation d'énergie. C'est indécent de dire c'est pas grave, c'est pas comme ça que ça se passe. L'énergie est précieuse, ça coûte de l'argent et il ne faut pas gaspiller de l'énergie pour rien, parce qu'il y a des pompes qui vont pomper, il y a du carburant qui va être consommé et du temps qui va être perdu. Et on ne peut pas dire, s'il y a une personne qui commercialise des moules sans traçabilité, ce n'est pas grave, c'est très grave, c'est irresponsable et inhumain. Ça veut dire qu'on va mettre volontairement la santé des gens en danger. C'est ça ce que ça dénote. Donc voilà, bon, comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que je suis passionnée par mon métier et donc... je m'exprime beaucoup sur certaines questions, mais voilà, je préfère donner l'information juste et correcte, et quitte à former des personnes, même à distance, même à travers des vidéos, quitte à donner des informations, autant donner des informations justes et correctes. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau cours conchiliculture. La prochaine fois, nous allons parler de l'impact de la conchiliculture sur l'environnement. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. De toute façon, on va se retrouver dans quelques instants pour que je vous dise au revoir. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt. Je suis décoiffée, je ressemble à rien. Enfin bref, à bientôt les amis.